Exactement, Marjorie, c'est 3 grands industriels plus 1. Mais je vais vous expliquer tout ça. Je suis ravie d'accueillir maintenant le PDG de Total, Patrick Pouyanné, Olivier Laureau, le PDG de Servier, et Henri Bruxelles de chez Danone. Mais alors, les plus grands industriels français, comme vous le disiez, font le choix de s'implanter ici, à Paris-Saclay, et s'engagent à porter le drapeau à l'extérieur. Et ça, c'est une action très importante dont on va parler maintenant lors de cette table ronde. Alors, avant de savoir pourquoi un tel engagement, je me tourne vers vous, la 4e personne de cette table ronde, Philippe Van de Mel. Bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes directeur général de l'établissement public d'aménagement Paris-Saclay. Paris-Saclay, aujourd'hui, a 10 ans, vous vous démasquez. Vous vous démasquez, c'est un acte que vous faites là parce que vous aviez le masque jusque-là et vous vous êtes fait tester juste avant pour pouvoir parler. Je suis vacciné de surcroît. Voilà, et vous êtes vacciné et vous vous êtes fait tester juste avant. Paris-Saclay a 10 ans. Quel bilan est-ce que vous faites aujourd'hui de cet écosystème? Ça va nous permettre aussi d'introduire la raison pour laquelle nous avons ici 3 industriels qui sont autour de cette table et dans cet espace. Effectivement, Paris-Saclay a 10 ans, je crois que c'est une étape. En fait, on l'a fêté l'année dernière, mais l'année dernière, l'événement et le Covid n'a pas pu permettre de le faire, mais c'est un point important. C'est une vraie volonté que l'État a lancée de créer sur ce territoire un écosystème, un pôle technologique et scientifique de l'innovation. Cette démarche-là était importante. Elle s'appuie bien sûr sur l'historique, parce qu'il y avait quand même présent déjà sur le territoire qui sont sur 3 agglomérations, Versailles Grand Parc, Saint-Quentin-en-Yvelines et puis Paris-Saclay dans le département de l'Essonne. On a cette dynamique-là et ça s'appuie sur le préexistant, puisqu'il y avait déjà sur le territoire le CEA, le CNRS, d'autres organismes de recherche, l'Université de Paris-Sud à l'époque, l'Université de Versailles-Saint-Quentin, l'école polytechnique, l'école Supélec. Il y avait déjà une dynamique pour asseoir ce projet-là et il y avait aussi également, d'ores et déjà, un grand nombre de centres de recherche d'entreprises sur le territoire, beaucoup à Saint-Quentin-en-Yvelines, mais aussi sur Vélizy, sur Versailles Grand Parc. Et c'est cette dynamique-là, ça a été beaucoup dit dans les interventions précédentes, c'est la rencontre, c'est la diversité, c'est travailler ensemble, c'est se rencontrer, et c'est ça qui est l'esprit même de Paris-Saclay. Alors effectivement, la première étape, c'est ce pôle académique, où on en a parlé, avec la reconnaissance internationale qui arrive, c'est encore des facultés ou des écoles qui doivent arriver, puisqu'on devrait avoir fini la partie immobilière et l'arrivée présente en 2022, donc c'est cette dynamique-là qui est forte. Et puis effectivement, on accueille de plus en plus d'entreprises, de centres de recherche d'entreprises. On en a ici 3, mais il y en a d'autres qui viennent, et c'est cette dynamique-là qu'on doit porter, avec l'idée assez essentielle de favoriser ces rencontres. Alors l'EPA, qui co-anime avec les institutions, avec donc bien sûr la région, les 3 agglomérations, l'État, Business France, c'est faire vivre cet écosystème, accompagner le pôle académique dans cette démarche-là. On a d'ores et déjà des rencontres régulières des directeurs de recherche et de développement des entreprises. On a des rencontres avec les startups, et notamment la French Tech Paris-Saclay, qui est l'association des startups du territoire. Avec l'ensemble des lieux d'innovation, on dispose sur le territoire de plus de 40 lieux d'innovation pour incubateurs, Fab Lab, accélérateurs. Et puis d'ailleurs, les entreprises qui viennent intègrent souvent dans leurs bâtiments des hôtels d'entreprise ou des hôtels à projet, des incubateurs. Donc c'est cette dynamique-là qu'on est chargé d'accompagner. Mais en fait, ce qu'on entend au travers de tout ce que vous dites, c'est travailler ensemble. Ben oui, c'est ça. Absolument. Ce qu'on entend au travers de ce que vous dites, c'est que quand on sait qu'aujourd'hui on va avoir 70 intervenants, ce qui est une densité rare pour une journée commune, ben à la rigueur, on trouve ça limite un peu faible par rapport à tout ce qui fourmille ici, toute la dynamique. Vous avez employé le terme à peu près 12 fois de ce qui se passe ici. Mais alors expliquez-nous, dans cette dynamique, pour canaliser d'une certaine façon un peu tout ça, vous lancez aussi cette démarche ambassadeur. Alors, en quoi est-ce que ça consiste, puisque là, nous avons autour de cette table non seulement des grands patrons, mais aussi des ambassadeurs, ce qui n'est pas rien. Effectivement, l'idée... Qu'est-ce que ça guide, après tout? Parce que quand tout ça fourmille, tout ce réseau va dans tous les sens, il faut à un moment trouver quelque chose de vectoriel pour aller trouver des investisseurs, des étudiants, des startups. Enfin, voilà, il faut avoir une mission. On le voit bien. Un des enjeux, c'est effectivement l'attractivité de ce territoire, que ce soit pour des entreprises, pour des étudiants, pour des chercheurs, pour des ingénieurs qui veulent venir travailler ici. Et cette attractivité joue un rôle important. Alors effectivement, les classements des 2 institutions académiques sont importants, la renommée des entreprises, les objets de recherche qu'il y a ici, qui sont quand même sur des enjeux sociétaux. Éric Labaille l'a dit tout à l'heure, on a sur l'énergie, sur la mobilité, sur la santé. Il y a énormément d'enjeux vraiment sociétaux sur lesquels on doit tous travailler. Et ce besoin, c'est aussi de
le faire partager à l'international. Cette image, elle la partage à l'international. C'était d'ailleurs dans le cadre du rapport du préfet Cadeau sur Paris-Saclay, qui était un objet général, de comment renforcer cette attractivité et travailler justement avec les acteurs du territoire, tous les acteurs du territoire, en termes d'ambassadeurs. C'est quoi être ambassadeur? Il y a une charte, il y a quelque chose. C'est quoi la mission de l'ambassadeur? La mission de l'ambassadeur, c'est être porte-parole. Alors d'abord, généralement, ce sont des acteurs du territoire. La première base, c'est qu'ils viennent ici, ils ont décidé de choisir Paris-Saclay. Effectivement, l'idée, c'est de porter cette ambition globale. On a déjà une image, puisque je sais que le MIT avait identifié Paris-Saclay comme un des 8 sites mondiaux de l'innovation. Et donc, il faut poursuivre cette dynamique-là et faire attirer aussi bien les centres de recherche privés, mais aussi les investisseurs, parce qu'il y a aussi les investisseurs pour aider les startups. C'est un enjeu fort, toute cette croissance des startups. Et donc, c'est vraiment mettre en avant Paris-Saclay et qui de mieux que les grands industriels qui ont décidé d'implanter leur centre de recherche ici pour être des porteurs de ce message. Merci beaucoup Philippe Vandemel. Patrick Pouyanné, je me tourne vers vous. Vous voulez vous démasquer vous aussi? Bah oui, mais voilà, comme ça je vois à qui j'ai affaire, vraiment, je vous remercie beaucoup. C'est ça. Vous faites donc aujourd'hui partie des ambassadeurs de Paris-Saclay. En quoi s'implanter ici pour vous, pour Total, c'est une forme d'engagement et qu'est-ce que ça raconte après tout? C'est un engagement fort, c'est rejoindre un des projets majeurs du pays, c'est la volonté d'une entreprise française, la plus grande entreprise industrielle française, de continuer à faire de notre pays le centre de notre recherche, à un moment où on transforme, puisque je ne vais plus m'appeler Total dans 8 jours, mais Total Énergie. Pourquoi? Parce qu'il faut réinventer l'énergie, vers des énergies décarbonées. On a des grands centres de recherche en France, consacrés à nos centres historiques. Et il ne s'agit pas d'ailleurs de les déplacer à Paris-Saclay, mais d'ajouter, en fait, on renforce notre effort globalement de recherche et développement. Et quand on s'est posé la question, je veux dire ce qu'on en a fait, il se trouve que chaque année, le comité exécutif Total passe 3-4 jours à aller dans le monde pour une semaine d'innovation, pour écouter ce qui se passe. On était en Californie, notamment, on est allé voir les startups. Et là-bas, on nous a dit c'est là-bas qu'il faut aller. Et en fait, en discutant avec eux du monde digital, on nous a dit mais pourquoi vous, Français, vous venez ici? Vous avez les meilleurs scientifiques et les meilleurs algorithmiciens du monde et vous êtes en train de construire Saclay. Donc j'ai dit très bien, repartons tous à Paris. Et donc c'était moins loin. Et en fait, on est venu. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on était en train de construire une énorme ambition, un des plus grands clusters mondiaux d'innovation ici. Et je trouve que des grands groupes français comme les nôtres, soyons là comme ambassadeurs, non pas encore pour transférer de la recherche de province à Paris, mais bien pour en ajouter. Je pense que c'est un très fort signe. Ça va attirer non seulement, également, j'espère, d'autres acteurs étrangers. Je pense qu'on doit absolument, parce que la bataille du 21e siècle, c'est celle de l'innovation, celle du digital. Moi, je suis dans la transition énergétique, qui est un énorme défi scientifique, technologique, d'innovation. Et en fait, c'est tous ensemble, parce que ce genre de révolution, c'est une révolution ce qu'on veut faire. Passer d'un monde qui est complètement carboné à un monde décarboné, les gens n'imaginent pas ce que ça veut dire. On dit on a les solutions, on les a pas toutes aujourd'hui. Et donc, on croit beaucoup, moi je crois profondément à l'intelligence collective. Et ici, ce qu'offre un cluster, un campus comme ce gigantesque campus, c'est qu'on soit proches les uns des autres. Et en étant proches les uns des autres, les gens, ils sont un peu plus malins parce qu'ils s'écoutent, ils rencontrent les autres, ils ont des idées. La semaine dernière, il y a 15 jours, je suis venu une journée sur le plateau de Saclay, monsieur Vandemel pour l'ACC, mais avec une quinzaine de dirigeants. On a passé la journée à aller voir des gens du CEA List, voir les PAPS, voir des gens à l'école polytechnique au centre de recherche sur le climat. Et tout ça, ça donne des idées. Ça donne des idées, c'est pas très symbolique. C'est-à-dire non, pas du tout. Je peux vous dire qu'à la fin, il y a des... Voilà. Dans l'engagement, c'est pas simplement un bâtiment, c'est pas seulement des personnes, c'est des vraies collaborations. Et des collaborations. Qu'est-ce que ça active comme levier? Par exemple, nous, on a ici, sur le plateau Saclay, on a investi dans l'Institut photovoltaïque et l'Institut de la transition énergétique, où il y a des chercheurs qui travaillent sur les cellules solaires de demain. On a travaillé sur un grand centre de recherche qui est lié à l'intelligence artificielle, qui s'appelle iParis, qui relie d'ailleurs HEC, l'école polytechnique, les gens de Paris-Saclay, pour comment on fait pour activer l'intelligence artificielle, pas seulement dans la dimension d'ailleurs technologique, mais aussi dans la dimension sociétale, comment on la rend acceptable. On a des travaux qui sont menés, je disais, avec le CEA. Le CEA est un énorme centre de recherche, mais il fait du transfert de technologie vers le monde des entreprises, grandes entreprises et PME. Et puis, c'est aussi un monde où il y a des incubateurs, donc on rencontre des startups. Et les startups, c'est un moyen de nous challenger. Vous savez, on a besoin dans les grands groupes industriels, où on a nos propres équipes, d'aller, encore une fois, j'ai rencontré la semaine dernière une petite équipe de 15 experts dans la météorologie qui m'ont dit que maintenant on savait, par les moyens digitaux, simuler les gisements de vent
comme nous on fait de plus en plus d'énergie éolienne, ça m'intéresse beaucoup, là, la quinzaine d'équipes. Je ne sais pas si je vais les racheter ou si je vais construire l'équipe à côté, mais en tout cas voilà, on voit plein d'idées. Donc je pense que c'est ça l'idée, c'est la fertilisation croisée, et c'est comme ça qu'on construit le monde de demain. Et c'est pas en faisant des silos, et je pense qu'une des grandes innovations, notamment dans notre pays, à travers Saclay, c'est de faire cohabiter la recherche publique, l'université, la recherche privée, les écoles d'ingénieurs, les écoles universitaires. Tout ça, en fait, fondamentalement, c'est le même monde qui doit se rencontrer. On sait qu'il faut lutter contre des verticalités, parce que les gens sont mieux chez eux, mais le meilleur moyen, c'est d'être ensemble. Donc voilà pourquoi on vient s'implanter, et puis je pense qu'il y a un énorme creuset de talent. Les jeunes veulent tous qu'on fasse la transition énergétique écologique, mais en venant ici, on leur dit travaillez avec nous et on va la faire avec vous. Parce que c'est là aussi que, et à tous les niveaux, pas seulement d'ailleurs des ingénieurs, il y a des gens, je pense qu'il faut, dans des entreprises comme les nôtres, j'ai écouté la présidente de l'Université Paris-Saclay, il y a des gens qui sortent à Bac+3, dans le modèle français, on attend Bac+5 pour entrer dans les entreprises, on peut les prendre à Bac+3, licence, puis après ils iront faire des masters. Donc je pense que c'est toute une révolution du XXIe siècle qui est totalement essentielle pour notre pays, parce que c'est là que ça se joue si on veut que notre économie garde la place qu'elle a. Un dernier mot, Patrick Pouyanné, parce que j'entends très bien le pourquoi. Tout ce que vous expliquez, c'est évidemment le cap, c'est le défi, c'est l'avenir, c'est comme ça. Pourquoi ? Maintenant, on sait très bien que passer de ce monde en silo à un monde plus en réseau, plus horizontal, eh bien forcément, le comment est beaucoup plus compliqué. Comment, en termes de méthode, vous arrivez à faire que finalement, on arrive à entendre aussi des choses qui nous sortent de notre zone de confort ? Comment on fait ? D'abord, on vient. On est là, on s'implante. Et grâce à Philippe Vandemal, je vais peut-être y arriver, malgré le fait qu'il parlait, on va y arriver. Donc, non, mais ça n'a rien, mais il faut s'implanter. On amène des équipes, mais des équipes qui ne sont pas que les nôtres. Il y aura des chercheurs, on accueille des doctorants, on accueille on va servir de centre de formation également, mais pas pour Total, pour l'ensemble de l'écosystème. Et donc, on est présent, et puis après, on va écouter, et on crée des collaborations. Voilà, parce que l'idée, tout ça, il y a des collaborations. Mais des collaborations. Vous voyez, la semaine dernière, on est venu écouter ici le centre de Quantique. Moi, je dirais que j'ai appris des tas de choses. Je ne suis pas un grand expert. Il y a longtemps, il y a 30 ans que j'ai fini mes études. J'ai découvert un monde du quantique et la question après qu'on se pose, nous, et les entreprises qu'elles vont apporter, c'est quand on écoute ça, c'est en quoi, on ne va pas chercher à brider la recherche à bombe, pas du tout, mais en quoi ce qu'on entend peut fournir, nous, des cas d'application concrets pour aider à orienter cette recherche. Et je pense que c'est comme ça que ça fasse. Enfin, voilà. Donc, en fait, il faut être présent. On y met des moyens financiers importants. Ça sera important. Et avec ça, c'est comme ça que concrètement, on développera et qu'on rendra l'écosystème concret. Donc c'est à la fin une entreprise, ce qu'on veut apporter là, c'est du concret et du pratique. C'est pas que des mots. Et puis c'est une question de survie pour chacun, pour tous. On entend bien de toute manière le défi du monde de demain et le fait qu'il faille absolument décarboner. Ça c'est une évidence. Et donc Total est au cœur de cette industrie. Pour Danone, eh bien, quel est le sujet, d'une certaine façon ? Vous voulez vous démasquer aussi, à moitié ? Comme vous voulez. J'ai testé, donc je peux me démasquer. Merci beaucoup. Alors dites-moi, Henri Boussel, oui, l'enjeu pour vous, quel est-il ? Après tout, de venir ici, qu'est-ce que vous apportez et qu'est-ce que vous recevez ? Alors d'abord, je voudrais préciser, et c'est important, c'est qu'on vient ici, mais on est ici depuis 20 ans. C'est-à-dire que Danone a... créé il y a 20 ans le centre de recherche Monique Arasso, ici à Palaiseau même, qui a été notre centre de recherche phare sur tous les sujets de l'alimentation, des probiotiques, à l'époque des biscuits. Et puis, on a vu grandir, on a vu se développer l'écosystème de Saclay il y a 20 ans. Moi, je me rappelle de l'inauguration, on n'était pas du tout dans le même schéma. Oui, c'était quel terrain après tout ? C'était quel terreau ? On était beaucoup moins. On était beaucoup moins, mais à la fois, il y avait déjà, par la présence des universités, par la présence de quelques entreprises, il y avait déjà, je dirais, cet esprit entrepreneur, cet esprit de collaboration, cet esprit de co-création. Et c'est tout naturellement donc du coup qu'on a annoncé il y a quelques semaines qu'on allait renouveler notre engagement en créant un nouveau centre de recherche qui va être également à Paris-Saclay, mais qui va être on va dire construit et pensé pour les défis du 21e siècle de l'alimentation. Vous allez me dire, mais c'est quoi les défis de l'alimentation au 21e siècle ? Non, mais c'est pas mes questions. Mais c'est quoi les défis de l'alimentation au 21e siècle que vous n'aviez pas anticipé il y a 20 ans ? Il y a des choses qu'on avait anticipées. La santé, la personnalisation, parce que finalement on se rend compte, la santé, on savait déjà que l'alimentation serait notre première médecine. Ce qu'on mange, ça va quand même influer très fortement la façon dont on va vieillir.
Ce qu'on avait moins anticipé, c'était il y a des sujets de localisation. C'est-à-dire, je veux chaque fois dans mon alimentation, c'est quelque chose qui a été pensé, designé, sourcé localement. Nouvel élément, pour parler de décarbonisation, comment mon alimentation a un impact positif sur les écosystèmes dans lesquels elle est, écosystème humain et écosystème d'agriculture. D'où ça vient? Est-ce que l'agriculture est une agriculture régénérative? Est-ce que ce qui se passe derrière a un impact carbone ou pas? Et les gens se rendent bien évidemment compte que toutes les activités, et même les activités agricoles, ont un impact carbone. Et donc, c'est un des enjeux. Et je dirais le troisième enjeu, c'est un enjeu scientifique fort. La compréhension au niveau du microbiote, de qu'est-ce qui se passe chaque fois que j'ingère un aliment qui... tous les aliments sont vivants. On le savait des yaourts, on le découvre de plein d'aliments. Donc nos enjeux ici, en nous installant de nouveau, en renouvelant notre engagement à Paris-Saclay, c'est d'abord réinventer notre centre de recherche. Donc ça va être un centre, on parlait d'hôtel, de réception, on veut un centre de recherche qui soit vraiment open innovation avec le monde scientifique, le monde agricole, avec bien sûr les startups et les food tech, mais aussi avec les gens, avec les consommateurs, parce qu'au final, dans l'alimentation, c'est pareil, c'est sur le terrain que ça se passe. On peut penser l'alimentation de demain. L'alimentation de demain, il faut que j'en ai envie tous les jours. Il faut que tous les jours, quand j'ouvre mon frigidaire, je le mange et j'ai une vraie sensation de plaisir. Alors comment ça fonctionne l'open innovation avec le consommateur? Mais ça veut dire c'est des salles de co-création, ça veut dire un centre de recherche qui sera vraiment ouvert entre, bien évidemment, la partie scientifique, nos lignes pilotes, on va avoir des lignes pilotes, notre collection de ferments, qui est la plus grande collection de ferments au monde, toutes les bases végétales, et puis des espaces, des hôtels pour recevoir les food tech, les startups, et puis des espaces de co-création, de foodies, de cuisine, avec les consommateurs dans lesquels on va pouvoir échanger, c'est-à-dire qu'à un moment donné, échanger sur les produits, sur leur goût, sur les packaging. Je ne vais pas parler des packaging, mais bien évidemment l'impact des modèles dans quel packaging va être livrée cette alimentation. Dans un packaging circulaire, dans un modèle qui va être retournable, plus responsable. C'est justement un des enjeux qu'on va travailler à Paris-Saclay. Et alors, on entend bien finalement en quoi ce territoire peut être fertile pour vous. Mais dans cette question des ambassadeurs, qui est aussi l'importance de cette table ronde, quelle sorte d'ambassadeur êtes-vous, après tout? Comment vous faites rayonner tout cela avec un signal à l'international? Alors, d'abord, Paris-Saclay sera un de nos 2 master centres. Paris-Saclay, nous en avons un deuxième à Utrecht en Hollande. Et après, nous avons des centres de recherche plus régionaux, à Denver au Colorado, à Shanghai. L'idée déjà, ça va être que Paris-Saclay ait ce rôle-là scientifique dominant qui va aussi attirer, on veut attirer des chercheurs. Le sujet de l'alimentation de demain, c'est un sujet sur lequel on a envie d'attirer des talents, que ce soit des talents scientifiques, que ce soit des jeunes qui soient inspirés par comment impacter l'agriculture, comment impacter le design de nos produits, comment impacter, réinventer les emballages. Donc c'est à la fois, j'allais dire, un ambassadeur auprès du monde scientifique, auprès des écoles et puis auprès des nouveaux talents pour que Danone soit dans cet écosystème un lieu où on peut penser l'alimentation de demain. Merci, merci. Je me tourne vers vous. Alors, vous n'êtes vacciné, testé. Mais finalement, c'est un très bon signal. On est 100% vacciné, 100% testé. Mais on continue à se masquer. Ça marche. Ça marche, ça avance. En tous les cas, ça avance dans le bon sens. Expliquez-moi, Olivier Laureau, vous arrivez finalement à Paris-Saclay. Il y a un projet emblématique, un centre de recherche en construction. Qu'est-ce que vous attendez ? D'abord, pourquoi on a décidé de venir à Paris-Saclay ? Comment relever le défi principal de notre industrie aujourd'hui ? C'est la compétitivité de la découverte. C'est la compétitivité de l'innovation. Voilà, donc on a comme objectif chez Servier de découvrir un nouveau médicament innovant tous les 3 ans. On n'a pas le choix. C'est pas un choix, c'est la compétitivité de la recherche et qui est mondiale. Aujourd'hui, comment innove-t-on dans les grands centres mondiaux de recherche ? Ce que l'on observe, le décloisonnement, la fertilisation croisée qui vient d'être évoquée tout à l'heure. Cette façon aussi de travailler sur des projets avec des équipes multidisciplinaires. Quand on réunit ces 3 critères, on se dit mais où en France y a-t-il ce centre ?
Paris-Saclay répond. Donc, en fait, notre installation, c'est la convergence de l'ambition de Servier pour l'innovation au bénéfice des patients, je le rappelle, pour les sauver et les soigner, et la crise que nous traversons le démontre, ce besoin vital que nous avons, et d'autre part, l'ambition de Paris-Saclay, voilà, qui pousse, ça vient d'être dit tout à l'heure, justement à échanger entre les collaborateurs. Et puis deuxième élément de décision fort pour nous, nous avons toujours fait le choix, c'est historique dans notre groupe, d'investir principalement en France. Voilà. Bien que nous soyons majoritairement présents à l'international, parce qu'à plus de 90%, 95% à l'international. Oui, mais nous voulons créer de la valeur en France. Créer de la valeur non seulement pour nous, mais indirectement pour tous les acteurs qui sont autour de cela. Au travers de cet investissement très significatif, il y aura plus de 1500 chercheurs qui seront juste en face de LNS dès 2023. Ce que nous voulons aussi, c'est des méthodes de travail beaucoup plus agiles, beaucoup plus transversales. Et pour en témoigner, 2 décisions fortes ont été prises. Au-delà de nos propres collaborateurs, un hôtel à projet. Un hôtel à projet qui va accueillir des start-up. Ces start-up seront là parce qu'elles ont des maîtrises, des compétences dans les domaines extrêmement techniques, extrêmement complexes, les partager avec nos équipes et ainsi permettre d'avancer plus vite sur des projets. Deuxième originalité aussi, notre centre sera ouvert. Oui, je veux un centre ouvert. L'accueil sera ouvert. C'est-à-dire que les étudiants de l'ENS, les étudiants qui sont autour ici, pourront venir voir ce que nous faisons, partager, échanger. Donc par rapport à la question de protection, par rapport à la question de sécurité, quand on dit qu'on est ouvert, comment on gère ça ? Il faut savoir à un moment prendre un certain nombre de risques. Qu'est-ce que l'on veut ? Ce que l'on veut, c'est l'innovation. Ce que l'on veut, c'est une recherche multidisciplinaire. Il faut savoir être ouvert, voilà, et puis proposer ces échanges, favoriser, aider ces échanges. Voilà. Et ce que je peux dire, c'est que en étant ici à Saclay, on va participer au rayonnement de la recherche française à l'international. Et c'est clé pour notre pays. Nous avons eu une très belle position en recherche historiquement dans le monde. Retrouvons cette très belle position. C'est aujourd'hui une volonté politique, une volonté gouvernementale. Je m'y associe totalement. Olivier Leroux, donc le centre va ouvrir en 2023. Depuis combien de temps est-ce que l'idée a germé ? Depuis combien de temps vous avez décidé ? Je regardais la première photo tout à l'heure que j'ai prise en venant avec le directeur de la recherche ici même. C'était un champ, il y avait juste l'ENS sortait à peine de terre. Donc 2017, déjà l'idée avait germé de rejoindre Paris-Saclay pour les raisons que je viens de vous indiquer. C'était un petit peu dans le monde d'avant, n'est-ce pas ? L'année que nous venons de traverser, la pandémie, est-ce que ça fait réorienter aussi le projet d'une certaine façon ? Est-ce que ça vous a aidé à chausser de nouvelles lunettes par rapport au projet que vous aviez déjà engagé ? Vous l'orientez différemment ou alors tout était déjà sur les bons rails ? La pandémie que nous traversons, elle révèle cette nécessité du défi d'innovation, du défi industriel qui doit suivre l'innovation et le défi de ce qu'on appelle l'accès au marché. Voilà. Et aujourd'hui, ce que nous demandons sur un plan gouvernemental, mais en France, en Europe et dans le monde, c'est de prendre en compte ces 3 défis, notamment le 3e défi de l'accès au marché. C'est très bien d'innover, c'est très bien de fabriquer. Encore faut-il accéder au marché. Bien. Une fois que l'on a dit ça, ce que nous montre comme principal enseignement cette crise sanitaire, c'est que la recherche a un caractère incertain, risqué. Il faut aussi en tenir compte. Donc s'inscrire dans des schémas qui sont longs, avec des collaborations publiques, privées bien entendu, mais qui doivent s'inscrire dans le temps. Et c'est vrai que le statut de notre groupe, nous sommes une fondation, permet de s'inscrire totalement dans ces cycles longs. Voilà. Concrètement, tout à l'heure, vous posiez la question de savoir quel type d'accord nous avions, quel type de collaboration nous avions bâti dans l'environnement de Saclay. Historiquement, depuis plus de 6 ans, nous travaillons avec le CEA. Nous avons un laboratoire intégré au CEA dans l'imagerie, et puis précisément dans l'imagerie neuronale. Ils ont un niveau d'expertise tel qui nous sert et on croise cette expertise avec la nôtre pour faire avancer plus rapidement des projets. Deuxième type d'accord très concret, nous travaillons avec l'hôpital Julliot à Orsay qui bénéficie d'une plateforme d'imagerie et qui est partagée. Industriels, CEA et d'autres acteurs. Eh bien, nous agissons avec eux pour réunir l'ensemble de ces datas. Plus nous aurons de data, plus l'intelligence artificielle pourra nous permettre d'anticiper de manière prédictive
et donc de corriger par avance des projets de recherche pour les amener à de véritables innovations de rupture. C'est cela que nous visons. Et puis troisième partenariat, c'est un mécénat d'enseignement que nous avons avec l'École Polytechnique, où nous travaillons, nous accompagnons un projet dans le domaine de la neurologie et de la transformation des cellules qui sont tumorales. Très technique. En revanche, mais c'est le sujet. On revient à des étudiants qui ont un parcours principalement de mathématiques, des sciences de l'ingénieur, et nous arrivons avec des compétences dans le domaine de la biologie, et nous associons l'ensemble de ces compétences pour aller plus vite dans la compréhension d'évolution d'une cellule tumorale. Je rappelle que le cancer est aujourd'hui chez Servier l'objet d'un investissement significatif, puisque c'est plus de 50% de notre investissement en recherche et en développement sur une maladie qui malheureusement conduit encore à trop de morts et qui doit conduire à des médicaments innovants pour soigner et sauver des vies. Voilà des choses très concrètes pour notre engagement ici. Alors on entend bien au travers de chacun de vos secteurs, chacune de vos industries, cette nécessité de résilience, cette façon de repenser son activité pour continuer d'avancer. Mais le fait qu'il y ait Total, qu'il y ait Danone, qu'il y ait Servier, avec une réelle proximité. Vous êtes proche des start-upers, vous êtes proche des étudiants, on l'entend bien. Mais le fait que vous soyez finalement dans un même espace, cette ouverture dont vous parlez, est-ce qu'elle peut aussi vous servir les uns les autres? Ou c'est juste un signal? J'ai noté quelque chose sur le papier. C'est pas vrai, mais j'arrive pas à lire parce que vous avez noté beaucoup de choses sur votre papier, M. Pouyanné, je me permets. Je ne connaissais pas le concept, mais j'ai entendu mes deux collègues Danone et Servier parler d'hôtel à projet. Donc j'ai trouvé ça marrant, intéressant, il faut que je réfléchisse au concept. On apprend toujours, vous savez, des expériences des autres. C'est-à-dire que quand on est dirigeant d'une grande entreprise, on se forme en écoutant les autres, en fait, en prenant les bonnes idées. Donc voilà, donc c'est ce genre de choses aussi. Et puis, en fait, notre monde, même si moi je suis dans l'énergie, Servier dans la pharmacie et Danone dans la... Il y a des choses qui ne sont pas communes, notamment la digitalisation. Les technologies digitales, l'intelligence artificielle, c'est un substrat qui est... Il y a une accélération exponentielle des capacités de cette affaire-là. Et ça, on parle de quantique, il y a des applications. Donc on trouve aussi ici des applications qui font que les efforts de chacun d'entre nous, qui apporteront des moyens supplémentaires au laboratoire quantique ou d'autres de travailler, eh ben on en bénéficiera en fait pas directement dans une collaboration entre Servier et Total, parce que je n'ai pas envie de faire des médicaments, pas encore fait. Et vous dites, non, pas du pétrole, des énergies renouvelables, s'il vous plaît. Énergie décarbonée. Pétrole, je ne vous conseille pas, je ne vous conseille pas. Je vous conseille pas. Mais non, mais je veux dire, mais il y a aussi ça. Donc le fait que c'est de ça qu'on bénéficiera tous les uns les autres. C'est parce que ça, c'est des moyens qui s'ajoutent les uns aux autres et que donc ces technologies digitales, quantiques, qui sont au cœur de tout ce qu'on cherche à faire, le fait qu'il y ait des efforts des uns et des autres, on accélérera. Et c'est ça que moi que j'ai observé. Il y a un modèle qui nous fait tous rêver, c'est le MIT à Boston, l'écosystème de MIT. On est tous passés par là. On envoie des tas de gens là-bas et je pense qu'on a la capacité, compte tenu notamment d'ailleurs de la culture et du savoir-faire scientifique de ce pays. On est un des rares pays où la science est portée aussi haut dans les études de nos jeunes. Certains disent trop haut, mais en tout cas, on a cette chance. Et encore une fois, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas capable de le faire. Et je pense que c'est, en fait, quand on parle de compétitivité d'un pays, la capacité d'innovation est au cœur. C'est comme dans une entreprise, vous savez, Total survivra si je suis capable d'innover une entreprise industrielle. C'est ça qui fait vivre la pérennité de l'entreprise. C'est l'innovation. Le reste, c'est pas l'argent que je génère aujourd'hui. Ça me permet vraiment d'investir pour continuer à croître, à développer. Et donc pour moi, ce qu'on fait ici à Paris-Saclay, c'est pour ça que j'ai accepté le rôle d'ambassadeur. C'est simplement, quelque part aussi, parce qu'on est fiers de ce qu'on fait dans ce pays, et encore une fois, on y a des compétences, c'est être capable de tirer le meilleur parti de ces talents et de se creuser l'innovation. Donc c'est là que le projet, et je trouve enthousiasmant et formidable. Bon, il faut qu'il aille vite maintenant. Le fait d'être rejoint par d'autres grands acteurs, d'autres grands industriels, outre l'hôtel à projet sur lequel résonne Patrick Pouyanné, mais vous par exemple, le fait qu'il y ait de plus en plus d'acteurs qui comptent, qui soient là, en quoi, outre la question symbolique, le signal envoyé, ça peut aussi vous aider dans le travail, dans cette ouverture, dans cette recherche commune? D'abord, je pense qu'il y a une vraie exponentialité à la présence. C'est-à-dire, plus on va être de scientifiques, d'écoles, d'entreprises,
plus en fait il va se créer de la valeur, de la richesse, de l'intelligence, de l'échange. C'est ça dont parlent nos amis américains, et de la chance qu'on a, c'est qu'on va le faire à Paris-Saclay, on va l'accélérer, et c'est vraiment exponentiel. C'est-à-dire plus on échange, plus on a d'opportunités qui se créent. Moi je crois vraiment aussi aux échanges. On s'est déjà dit avec Olivier qu'on allait visiter nos centres. Pareil, et je serais passionné d'aller voir, parce qu'on va apprendre, parce que bien évidemment la différence. Et moi je crois qu'il faut revenir, vous disiez très bien, à l'innovation, et l'innovation elle vient souvent par de la disruption, c'est-à-dire par quelque chose qu'on n'avait pas, un autre monde, un monde à côté qu'on n'avait pas regardé et qui tout à coup nous emmène avec un angle nouveau. Les yeux. On est tous les deux obsédés par la décarbonation. La décarbonation agricole, la décarbonation. Peut-être qu'il y a des choses en commun à aller penser, et que des angles qu'on n'avait pas pris, on va les prendre entre entreprises, ou parce que les scientifiques et les universitaires qui vont travailler vont tout à coup avoir l'opportunité de voir le même sujet sous d'autres angles. Donc je pense, c'est là où, en tant qu'ambassadeur, il n'y a absolument pas l'idée de on est un club restreint. C'est plus on saura, mieux on saura. Vous connaissez cette belle citation, le hasard ne favorise que les esprits préparés. À Saclay, il n'y a que les esprits préparés. Donc le hasard... Il fallait juste vous réunir. Merci infiniment pour ce beau mot de conclusion à vous, Olivier Aureau. Merci à vous quatre pour cette première table ronde de Success Makers, une table ronde qui a été un succès, on peut le dire. Merci infiniment. On comprend bien en tous les cas déjà les premiers jalons, la mission de Paris-Saclay dont on va parler toute la journée. Alors comment est-ce que la communauté de Paris-Saclay a continué à innover, et surtout est-ce que l'open innovation ne serait pas aussi un remède anti-crise? On a commencé à l'évoquer. Vous allez continuer à en parler avec vos invités maintenant, Marjorie.